j'avais à définir Cheikh Anta, je l'aurais défini comme le dernier des encyclopédistes. Les encyclopédistes, comme vous le savez, c'était ces savants de la période des Lumières qui, effectivement, embrassaient toutes les sciences connues à l'époque. Je dirais que le professeur Cheikh Anta Diop, c'est tout à la fois un savant, un patrimoine, un modèle et une source d'inspiration. Pourquoi un savant? Parce qu'avec le recul, à la lecture de ses travaux, de sa douzaine d'ouvrages, des dizaines d'articles qu'il a écrits, sans parler des conférences, des cours qu'il a eu à dispenser, notamment ici au département d'histoire, à partir de 1981, jusqu'à la date de son appel à Dieu. Donc en parcourant tout ça, on est frappé par les connaissances, les savoirs de l'homme qui englobent maints domaines, aussi bien les sciences dites exactes que les sciences sociales. C'est un intellectuel dans toute l'ampleur du mot, dans toutes les sémantiques du terme. Un humaniste savant, comme j'aime à le dire, comme on l'appelait un dromadaire, un pharaon du savoir. Donc c'est lui quand même. Quand on parle de panafricanisme, de souche identitaire de l'Afrique, quand on parle de rapport historique entre l'Afrique et le reste du monde, eh bien on pense essentiellement à Cheikh Anta. Moi je suis allé à l'école et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie, nous étions des occupants noirs comme le blanc est un occupant blanc. Et alors c'est à l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique c'était le pygmée, le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Bouna Albouri Ndiaye, disciple de Cheikh Anta Diop, secrétaire général, deuxième secrétaire général adjoint du Rassemblement national démocratique, chargé de la communication et porte-parole du RND, professeur d'histoire et de géographie. C'est depuis sa jeunesse, étudiant en France, que Cheikh Anta Diop a commencé à s'intéresser à la politique, suivant une logique qui était que sa vie durant, il s'est lancé dans des activités de recherche sur l'Afrique, sur le devenir de l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique, sur des problématiques, n'est-ce pas, historiques et politiques qui l'ont amené à élaborer une pensée scientifique au service d'un projet politique. Anta, quand il a soutenu sa thèse, je crois que c'est le 9 janvier 1960, il a fait une interview dans laquelle il disait qu'il s'apprêtait à rentrer au Sénégal pour participer à la formation des cadres. Maintenant que vous êtes titulaire du titre de docteur ès-lettres, après tant d'efforts et de persévérance, que comptez-vous faire? Je vais rentrer définitivement en Afrique noire dès la semaine prochaine et j'essaierai de contribuer à la formation des cadres, de contribuer aussi à l'impulsion de la recherche scientifique, aussi bien dans le domaine des sciences humaines que dans le domaine des sciences exactes. Donc, quand il est rentré au Sénégal, Cheikh Anta avait exprimé, comment dirais-je, le désir d'enseigner au niveau du département de sociologie, si je ne m'abuse, département de sociologie ou de philosophie. Mais malheureusement, les autorités académiques de l'époque ne voulaient pas de Cheikh Anta à l'université. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, Cheikh Anta a eu beaucoup de problèmes avec ces autorités parce que son orientation était une orientation anticolonialiste. Il l'a dit, lui, il veut remettre l'histoire à l'endroit. Or, l'idéologie coloniale fonctionne avec une histoire à l'envers. Et avec l'aide de certains de ses amis, dont le directeur de l'IFAN, Théodore Monod, je crois que c'est Théodore Monod, Cheikh Anta a pu se faire recruter à l'IFAN. Cheikh Anta a été recruté à l'IFAN, je l'ai dit, mais il percevait le salaire d'un licencié.
alors qu'il était docteur ès lettres, comme Abdoulaye Ly. Les Abdoulaye Ly étaient payés comme assistant docteur, Cheikh Anta était payé, bien qu'ayant le même diplôme, était payé comme assistant licencié ès lettres. Et cette situation a perduré jusqu'en 71. 71, date à laquelle l'université de Dakar est devenue une université sénégalaise, parce que l'université de Dakar, jusqu'en 71, était une université française qui était chapeautée par l'Académie de Bordeaux, si je ne m'abuse. Cheikh Anta a très tôt compris que, puisqu'on ne voulait pas de lui comme enseignant, il devait diffuser sa pensée par un autre moyen. L'autre moyen, c'était l'écriture. Et c'est comme ça que Cheikh Anta, dès 1967, il est rentré en 60, dès 1967, il a commis cet ouvrage intitulé « Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques », qui est en fait le complément de Nation nègre et culture, livre dans lequel il disait que les premières civilisations du monde ont été des civilisations nègres et que l'Égypte a été le foyer à partir duquel la civilisation s'est diffusée et en Afrique, et en Méditerranée, et en Orient. Au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Et Cheikh Anta va continuer son écriture de l'histoire de l'Afrique. Et en 1977, il a commis cet autre livre intitulé « Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines ». Voilà. Donc, vous voyez, ce livre est un livre qui s'attaque à la langue, à la linguistique. Parce que Cheikh Anta avait compris que c'est en passant par la langue qu'il allait en fait confondre ses adversaires. Parce que la langue, c'est une sorte de chambre noire de l'histoire où il y a beaucoup de choses. Il suffit de développer le film pour voir des images très claires. Il s'intéresse aussi aux questions liées au patriarcat et au matriarcat. En gros, il procède à un certain nombre de rectificatifs par rapport aux distorsions, aux complexes d'infériorité ou de supériorité, c'est selon que l'on retrouve dans l'historiographie coloniale. Et en ce sens-là, je veux dire, par sa manière d'écrire l'histoire, par les paradigmes qu'il met en place, par la méthodologie qu'il invente ou qu'il réinvente, il intéresse au plus haut point les historiens et les médiévistes que nous sommes en particulier. Et ensuite, il a écrit en 1981 son livre, disons, testament, qui s'appelle « Civilisation ou barbarie ». Civilisation ou barbarie, écrit en 1981, c'est pratiquement, comme je l'ai dit, son testament, parce que Cheikh Anta a fait le bilan de toutes ses recherches, de toutes les questions controversées entre lui et l'intelligentsia occidentale, et il a fait le point et il a dit, sur tel point, voilà ce que je disais, voilà ce que disaient mes adversaires, et aujourd'hui, depuis 1954, on est en 81, voilà ce que la science a apporté et dans quel sens la science est allée. Une production scientifique de Cheikh Anta Diop va se clore à travers ce livre posthume. Ce livre posthume, Nouvelles recherches sur l'Égyptien ancien et les langues négro-africaines modernes. C'est un livre qui est paru en 1988, c'est-à-dire 2 ans après son décès, mais avant sa mort, il l'avait déjà achevé. Et comme vous le voyez, c'est un livre qui complète Parenté génétique.
parce que c'est toujours dans le domaine linguistique. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire qui est en fait sa vision programmatique de la constitution africaine, n'est-ce pas, sur la base de son projet, de l'option politique fondamentale qui est le fédéralisme africain. Donc, de retour au Sénégal, il crée un premier parti politique, le Bloc des masses sénégalaises, qui va durer 3 ans avant d'être dissout par Léopold Sédar Senghor. Il en crée un deuxième parti, le Front National Sénégalais, avec les partisans de Mamadou Dia, qui entre-temps, précisément le 17 décembre 1962, a été arrêté, accusé d'avoir fomenté un coup d'État. C'était la crise du parlementarisme, du bicéphalisme entre Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor. Mamadou Dia est en prison, mais ses partisans rejoignent Cheikh Anta Diop pour créer en 1963-64 le Front National Sénégalais, qui ne sera pas reconnu parce que Senghor a bien dit à Cheikh Anta Diop que ce parti ne sera pas reconnu tant que vous ne vous serez pas séparés des partisans de Mamadou Dia. Cheikh Anta Diop refuse de le faire et le Front National ne va pas connaître une reconnaissance légale. Donc 1966, le PRA, qui était aussi un parti d'opposition, intègre l'UPS. Donc de 1966 à 1976, Cheikh Anta Diop n'avait pas d'activité politique partisane au sens propre, au sens partisan du terme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lancer dans ses recherches, mais en même temps mener un combat surtout autour de la libération de Mamadou Dia. ma bëgg itam ngeen xam ne kon suñu parti wax naa leen ne du leen yombalal lu jafe suñu parti bi parti boo xam ne lii ko yëkkati gis ngeen ko gouvernement bi àndatul ak sagoom Senghor gis ngeen ko bu parti bi xisee taxaw lu mu xam fi mu nekk ma nga tey dem guddeeg bëccëg nee naa leen itam loolu ci ngeen war a def seen yaakaar yëpp ndax parti bu mel nii bu nu ko sampee ngeen defee ne waru fee mën a taxaw ndax ginnaaw Senghor nee na déet kon nag nañuy def li ñuy defe ngi nii ñaari at a ngi nii parti baa ngi nii di dox. Le Rassemblement national démocratique RND a été créé le 3 février 1976 par le professeur Cheikh Anta Diop en compagnie d'un groupe de patriotes sénégalais connus dans des formations politiques antérieures. Il s'agit de Maître Babacar Niang, un ancien du Parti africain de l'indépendance, avocat, du docteur Moustapha Diallo, connu aussi dans les organisations politiques, de Abdoulaye Eliman Kane, professeur de philosophie, Massamba Bassel, un ancien membre, un vieux compagnon de Cheikh Anta Diop depuis le Bloc des masses sénégalaises, Mamadou Ndiaye Ongué, un ancien membre du Bloc des masses sénégalaises, Tafsir Mbeng, un ancien membre du Bloc des masses sénégalaises. Donc c'est ce groupe de 7 patriotes, Cheikh Anta Diop y compris, qui a déposé le 3 février, qui a signé le manifeste et déposé les statuts de ce parti, le RND, le 3 février 1976. La non-reconnaissance du RND par le régime n'a pas signifié un confinement dans la clandestinité. Cheikh Anta Diop a dit que que le RND n'était pas un parti, même non reconnu, n'a jamais été un parti clandestin. Parce qu'un parti clandestin, c'est un parti qui mène des activités souterraines, qui mène des activités la nuit, qui mène des activités dans des maisons, dans des chambres. À partir du moment où le RND a déposé ses statuts, fort de son bon droit, qui résulte, n'est-ce pas, des dispositions constitutionnelles, rien n'empêchait à ce parti d'agir au grand jour. Et Cheikh Anta Diop, après avoir intenté des procès en recours pour excès de pouvoir, devant le tribunal, au sortiment, en l'attente du verdict, a donné instruction aux militants du RND d'aller et de faire marcher le parti au grand jour partout. Il disait, faisons la politique pour les idées et non pour les postes. Et aujourd'hui, je pense que c'est une pensée que la jeunesse politique doit s'approprier en disant que la patrie avant toute chose et que l'on doit s'engager pour essayer de changer les choses et non pour des avantages personnels, pour des choses qui pourront peut-être sortir les uns et des autres d'une certaine précarité, mais qui laisseront en fait le peuple dans une situation préoccupante. Le RND avait installé un bureau politique qui se réunissait et le RND publiait des déclarations. Et avait même édité
créé un journal, d'abord Siggi, qui était un journal d'opinion pour le parti, mais Senghor, par des subterfuges, a voulu interdire le journal et a instauré et a argué disons, de la manière de transcrire les langues nationales en disant que Siggi, qui s'écrit avec S-I-2-G-I, en Wolof pur, que cette écriture n'était pas bonne parce que dans les langues nationales, Senghor avait, on ne sait par quelle autorité, interdit la gémination, c'est-à-dire le doublement des deux lettres G, en disant que c'était une mauvaise écriture. Et ils avaient mis en place, je ne sais pas, un arrêté ou un décret interdisant de commettre des fautes dans la transcription des langues nationales. C'était une manière, on le savait, pour interdire Siggi. Alors Cheikh Anta Diop a dit, mais Siggi s'est refusé de courber l'échine. Plus que Siggi, il faut nous mettre debout. Mettons-nous debout. C'est plus radical que Siggi, donc il a créé Taxaw. Deuxième journal. Sénégal, bu ñu ko séddalee téeméeri cër, juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp ay wolof la ñuy wax. En tout cas juróom-ñeent fukki ñeeg juróom yëpp dégguñu ay tubaab. Kon nag mënuñoo fekk réew mi ñu yor ko ci làmmiñ woo xam ne bii bu ñu tànnee asaka ji sax dégguñu làmmiñ woowa. Làmmiñu tubaab moom la ñu fab ñage ko seen digganteeg mbooloo mi ba mbooloo mi du xam dara ci naq sa xam na yi nga xam ne moom la ñuy wax bu dégg bëccëg su ngeen ko déggee ci rajo bi ku mën a nekkoon ñetti baat ci tubaab bu lakkee ci rajo bi ngeen daal di xeeb seen bopp ne man baa doon laa jànguma daal di tiit defe ne li ñuy wax am na maana te bu ñu ko waxoon ci wolof ngeen fab yet. Après une longue campagne, une lutte âpre et dure du RND pour sa reconnaissance, avec des procès retentissants qui ont été organisés ici, contre la décision de Senghor de refuser au RND son récépissé. Et ce combat donc, sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, au plan international, des revues comme Jeune Afrique, Afrique-Asie, le monde diplomatique avait été saisi et avait porté, n'est-ce pas, du point de vue de l'opinion, le combat que menait le RND et les patriotes sénégalais pour le retour au multipartisme. léegi journal bu ngeen ubbi ci àddina dañuy wax ne Sénégal suñu parti bi képp moo fi nekk dañuy wax ne Sénégal suñu parti bi képp moo fi parti d'opposition te élection yu mu bokkul ay nax la wax naa leen ne bu ngeen jëlee journalu Afrique Asie bu 4-8 septembre gis ngeen ko moom lañ ci wax bu ngeen jëlee le monde bu kii c'était quelle date encore 15 novembre moom lañ ci wax dégg nga wane nañ ne tubaab yi nee nañu suñu parti bi élection yu mu bokkul ay nax la ndaxte moom rek moo fi parti bi dëgg-dëgg boo xam ne bii bëtt na te itam moom képp la gouvernement bi ragal. La relation entre Senghor et Cheikh Anta, bon, une question assez ambiguë, dans la mesure où elle prend deux parties qu'il serait intéressant de séparer dans l'analyse. La dimension politique, qui est très ambiguë entre Senghor et Cheikh Anta, dans la mesure où Senghor était un socialiste, réformiste, le Parti socialiste dans la tradition de Jean Jaurès, n'est-ce pas? Et Cheikh Anta était, comme qui dirait, un communiste. Et le communisme dans sa tradition révolutionnaire, alors que pour Senghor, ce n'était pas une question de révolution, mais d'évolution. Pour Cheikh Anta, c'était une révolution. Le RND, le communisme, c'est Marx qui disait que les classes dirigeantes tremblent devant une révolution prolétaire. Et pour le socialisme senghorien, c'était plus une évolution des couches sociales, une évolution de la société en tant que telle, des conditions de vie. Maintenant, dans la dimension intellectuelle, il faut l'analyser en termes de symétrie, de synthèse, parce que c'est tous deux une défense et une illustration de la race noire, pour paraphraser Dubélé. Senghor, sa négritude est essentiellement basée sur la dialectique de l'enracinement et de l'ouverture. Pour Cheikh Anta également, c'est quasiment la même chose. Il faut que l'Africain aille à la quête de son identité propre, n'est-ce pas? La part de l'être dans l'intellectualisme senghorien et diopien. Il faut que l'Africain parte à la quête de son être essentiel, de son identité. C'est Césaire qui disait qu'il y a chez moi une quête qui est la quête de l'être. Cette quête de l'être est très présente dans la poétique, dans la philosophie senghorienne. Elle est essentiellement présente dans la philosophie diopienne, n'est-ce pas? Pour Cheikh Anta,
le nègre, le noir est la base de toute culture. Donc, et c'est sur cette base qu'est née les autres dimensions culturelles. Pour Senghor également, c'est la même chose. Il y a une base culturelle essentiellement négro-africaine et sur cette base culturelle, il faut s'appuyer pour permettre l'ouverture vers la civilisation de l'universel. Eh bien, c'est ce que prônait en quelque sorte Cheikh Anta, une assise du négro-africain, une assise identitaire, une assise culturelle, une assise scientifique au sens du savoir. Parce que pour tous deux, il s'agit essentiellement de l'intellectualisme, du savoir. C'est Senghor qui disait que ma tâche est d'éveiller mon peuple. L'éveil dans la dimension de la conscientisation, dans la dimension dialectique, dans la dimension enseignante. Pour Cheikh Anta également, c'est la même chose. C'est l'éveil, l'Africain doit essentiellement se connaître, connaître ce qui l'entoure, connaître sa tradition, connaître sa civilisation, mais connaître également le monde pour ne pas également être reclus dans cette forme comme disait Jean-Paul Sartre, le terme c'est racisme antiracial. C'est ce que disait Sartre, un racisme antiracial. Pour ne pas être enfermé dans ce racisme antiracial, il faut également observer l'ouverture vers les autres domaines de civilisation, les autres domaines de connaissance. Donc c'est un rapport synchronique pour moi, un rapport synthétique. Ce n'est pas un rapport parallèle, n'est-ce pas, mais un rapport syncrétique. Senghor et Cheikh Anta se retrouvent dans l'intellectualisme, se retrouvent dans ce pan du savoir qui permet à l'homme africain de se connaître et de connaître le monde. Finance. C'est hier soir à la télévision sénégalaise que Léopold Senghor, que l'on a souvent appelé le sage de l'Afrique, a annoncé son départ. Je voudrais, comme président de la République, vous faire mise à Dieu. Et si j'ai un message à vous faire aujourd'hui, Sénégalaises et Sénégalais, c'est bien ce dernier message en faveur de la démocratie qui s'adresse à tous les citoyens et citoyennes de notre vieux pays. C'est la chose la plus importante, maintenir la démocratie, c'est-à-dire le pluralisme des partis dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est ainsi que Cheikh Anta a continué à enseigner. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'entre 81 et février 86, vous voyez, c'est très court. Et voilà ce que Cheikh Anta a fait sur le plan donc, intellectuel depuis qu'il est rentré de France. En ce qui concerne la portée, Cheikh Anta Diop, par son œuvre, a inspiré des générations et des générations d'historiens. Il est en quelque sorte au début et au cœur de ce qu'on appelle l'école historique de Dakar. Une école qui, comme vous le savez, je reprends en cela les travaux d'un certain nombre d'historiens qui ont travaillé sur la question. École qui est marquée par trois axes, pour ne pas dire trois thématiques, dans le cadre des recherches qui ont été privilégiées. Nous avons l'axe nilotique, nous avons l'axe atlantique, nous avons l'axe saharien et effectivement l'un des axes les plus importants, c'est l'axe nilotique qui a été développé, l'axe nilotique égyptien qui a été développé par le professeur Cheikh Anta Diop et dans sa mouvance par des égyptologues sénégalais comme Aboubakry Moussalam, Babacar Sall et plus récemment Mohamedou Nizir Sarr, El Hadj Malick Dème et Salouma Doucouré. Un bilan très positif qui aurait pu l'être davantage parce que si Cheikh Anta avait enseigné dès 1960, vous voyez, il aurait formé beaucoup de cadres. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, se plaindre trop du fait qu'il n'ait pas enseigné. Parce que peut-être s'il avait enseigné, il aurait moins écrit. Or, vous savez, le livre a ceci de particulier. Le livre peut aller là où une personne n'est jamais allée, son auteur n'est jamais allé. Et c'est ce qui est arrivé. Si Cheikh Anta a été connu à l'extérieur du Sénégal, mais c'est grâce à sa production scientifique. Comme c'était Présence africaine qui publiait ses livres, vous savez que Paris, c'est une plaque tournante. Donc, beaucoup de gens passaient par Paris, achetaient ses livres et donc ses livres se sont retrouvés un peu partout, aux États-Unis, partout. Et vous savez qu'ils ont été traduits en anglais. Donc,
même si Cheikh Anta n'a pas enseigné, ses idées ont été diffusées grâce justement aux écrits qu'il avait faits. Et là également, il a été quelqu'un de très inspiré parce qu'il aurait pu se morfondre dans, comment dirais-je, en se disant « ouais, je ne peux pas enseigner », etc., à pleurnicher. Mais non, non. Et quand on lui a fermé cette porte-là, et il en a ouvert une autre, et je crois que ça a fait beaucoup d'effet sur la diffusion de ses idées. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à Cheikh Anta au Sénégal. Bien sûr, je n'aborde pas l'aspect politique parce que pendant qu'il était au Sénégal, il était encore sur d'autres fronts, notamment le front politique. Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui, par ses thèses, a influencé l'historiographie de l'école de Dakar, l'historiographie africaine, mais aussi la diaspora. En disant cela, je pense à un certain nombre de travaux qui ont été produits outre-Atlantique. C'est le cas des travaux d'Ivan Van Sertima sur Bakary II, c'est-à-dire toutes ces populations noires qui auraient précédé en Amérique Christophe Colomb. C'est aussi le cas de Martin Bernal qui a écrit un magistral ouvrage, je crois en 2 ou 3 volumes, qu'il a intitulé Black Athena. Le 31 décembre 1980, Léopold Sédar Senghor quitte le pouvoir et donne à Abdou Diouf, n'est-ce pas, les rênes du pays. Abdou Diouf arrive le 1er janvier 1981 et prône le retour au multipartisme, et la Constitution est réformée pour un retour au multipartisme. Et le Rassemblement national démocratique, RND, va être le premier parti reconnu sous l'ère Diouf avec le retour au multipartisme. Le 18 juin 1981, le RND s'est vu attribuer son récépissé. En 1983, les premières élections sous Abdou Diouf sont organisées. Le RND, analysant la situation, avait fait l'option pour ces élections générales de ne participer qu'aux élections législatives en théorisant le fait que si nous parvenons à avoir une majorité à l'Assemblée, nous pouvons changer le pays, même si nous ne participons pas à la présidentielle. Bon, ça a été une première difficulté, parce que cette option n'était pas très bien comprise, et ça va créer des frustrations et même des démissions. Au niveau du parti, parce que les gens pensaient que Cheikh Anta Diop devait se présenter à l'élection présidentielle. Mais son option fondamentale, ce n'était pas à lui de s'intéresser personnellement au pouvoir, ou bien de chercher à accéder à la magistrature suprême, mais de créer des étapes historiques et un mouvement d'ensemble qui devait libérer le Sénégal à travers une présence, à travers une domination du centre de décision de la vie politique que devait être l'Assemblée nationale. Mais ce qui s'est passé dimanche 27 février, ce ne sont pas des élections, puisque le système a été vicié fondamentalement. On a permis à des gens de voter sans identification, et les éléments de l'opposition n'ont pas reçu leur carte. Leurs cartes ainsi que les cartes des absents et des morts ont été distribuées à profusion aux responsables du Parti socialiste. On a vu des gens voter 20 fois, 27 fois, et quelqu'un même a avoué avoir voté 65 fois. Alors nous disons que ce ne sont pas des élections. Alors, le front du refus, qui était donc constitué face à ces élections de 1983, ce front du refus va se réduire, va se rétrécir, parce que tous les autres membres avaient changé de position et avaient accepté d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Et Cheikh Anta Diop va dire, devant une question que lui avait posée un journaliste lors de sa dernière conférence de presse, ici au relais avenue Cheikh Anta Diop en 1984, que reste-t-il du front du refus que vous avez créé pour contester les élections de 1983? Cheikh Anta Diop va dire que le front du refus s'est réduit au siège du refus. Et le siège du refus, c'est le siège que le RND a refusé. Donc, de 1983, à partir de ce moment, nous avions mis comme option la lutte pour la réforme du système électoral sénégalais, et le RND en avait fait une condition de participation à des élections. C'est pourquoi de 1983
jusqu'en 1988, le RND n'aura pas participé à des élections. Et en 1986, le vendredi 7 février précisément, le professeur Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, décède à son domicile à Fann. Et il sera remplacé par le professeur Elie Madior Diofal, professeur d'économie, membre du secrétariat politique depuis 1983. Et il va diriger le parti de 1986, après la mort de Cheikh Anta Diop, jusqu'en 1992. Cheikh Anta, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, était un visionnaire. Malheureusement, en Afrique et particulièrement au Sénégal, on ne se rend pas compte en fait de la véracité des choses, de la véracité des discours quand la personne elle est là. Et aujourd'hui, la situation que nous vivons sur le plan de l'éducation, parce que lui-même il avait proposé le fait que nous puissions en fait nous approprier nos langues africaines, qu'il puisse y avoir un État africain. Et à mon humble avis, je pense que si on était sur cette lancée-là aujourd'hui, il y aurait eu beaucoup de choses qui auraient pu être réglées et que l'Afrique ne serait pas aujourd'hui, je dirais pas en dernier, mais qu'on puisse être à la remorque et qu'il y ait des pays qui, jusqu'à présent, vivent le sous-développement. Et quand on parle de famine, on parle d'Afrique, ce qui n'a rien à voir avec les richesses que nous avons. Donc, d'un point de vue global, je pense que si on avait suivi les propositions et la vision même de Cheikh Anta, nous n'en serions pas là. Étudiant en master ici en économie à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis aussi étudiant à l'École nationale des arts en ma deuxième année et je fais art plastique. Je suis artiste, graffeur, portraitiste et peintre, coordinateur et initiateur du projet Faisons parler les murs, qui a été à la réalisation des 2 fresques de Cheikh Anta Diop, puis du monument que vous voyez de Cheikh Anta Diop et de cette sculpture de livre-là. Par rapport à la réalisation ou bien aux réalisations que vous avez vues ici dans le domaine artistique au Centre des œuvres universitaires de Dakar, tout est parti des travaux que le directeur, l'ex-directeur du COUD, actuel ministre de l'Urbanisme, avait eu à faire. Donc j'avais eu l'idée à lui proposer ce projet parce qu'on a fait le constat que à chaque fois que l'on repeint les murs, on assiste vraiment à des écritures ou bien à des affiches qui nous déshonorent en tant qu'étudiants modèles. Donc lorsque je lui ai proposé le projet, il l'a accepté, il nous a accompagnés par rapport à ses réalisations. Donc après les 2 fresques de Cheikh Anta Diop qu'on a fait en 6 jours, avec des membres de mon crew, RBS Crew Radical Bombshot, qui sont des jeunes graffeurs du Sénégal, on s'est lancé aussi à des projets de sculpture, tels que le livre que vous voyez ici. Donc disons que c'est une collaboration entre le COUD et nous, grâce à un projet que j'avais initié. Donc c'est ce qui a abouti vraiment à ces travaux-là. Donc par rapport aux travaux tels que les fresques murales, on a vu qu'il y a un portrait de Cheikh Anta Diop et une composition, ce qu'on appelle en art, une composition artistique. Et l'objectif vraiment visé par rapport à ces fresques-là, c'est non seulement de montrer aux étudiants qui est Cheikh Anta Diop, d'embellir les murs, de faire parler les murs, mais de pousser à cette jeunesse estudiantine-là de faire des recherches pour comprendre réellement qui est Cheikh Anta Diop. Si on se réfère à la composition artistique, nous allons voir des pharaons, des pyramides, les livres que Cheikh Anta Diop a eu à écrire. Donc on doit se poser la question à savoir, par exemple, pourquoi on a mis ces pharaons-là dans ces fresques-là. Pourquoi ces livres, pourquoi ces pyramides-là, pourquoi Cheikh Anta Diop habillé en blouson dans un laboratoire. Donc c'est ce qui va pousser aujourd'hui aux étudiants de faire des recherches sur Cheikh Anta Diop. Raison pour laquelle, par rapport aux couleurs qu'on a utilisées, par rapport
à la composition artistique, il était important de montrer vraiment que Cheikh Anta Diop dépasse vraiment le cadre universitaire. Il dépasse le cadre Sénégal, le cadre national, on peut dire qu'il est international. Le professeur Cheikh Anta Diop est aussi un patrimoine. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux édifices, de nombreux prix, de nombreuses institutions au Sénégal, en Afrique et à travers le monde portent son nom. En parlant du legs de Cheikh Anta Diop, cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'enseigner tout simplement Cheikh Anta Diop à l'université parce que le constat est général. Pour connaître Cheikh Anta Diop, il faut venir à l'université à partir de la 2e année. Voilà, pour qu'on puisse te parler de Cheikh Anta Diop. Je pense qu'on doit vraiment aller au-delà de ça et intégrer la pensée de Cheikh Anta Diop dans le système éducatif, pourquoi pas? C'est son engagement politique qui de manière générale, m'a séduit et m'a intéressé parce qu'à un moment donné, il a parlé de panafricanisme. Parce que je note que même avant Nkrumah, c'est Cheikh Anta lui-même que je devrais dire qui est le père du panafricanisme et qui dès 1951 et même avant ça, a véritablement cru en notre continent et en la race noire, entre guillemets. Je parle de race, pas en termes de différence, mais en termes de contenu. Il nous a même lancé un message. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Sinon, vous ne serez pas au rendez-vous. C'est ce qu'il nous a dit. Alors, dans les autres paliers du système, la maternelle, l'école primaire, les lycées, là également, c'est là où il y a problème. C'est là où il y a problème parce que pour que les enseignements puissent être faits, il faut qu'ils soient intégrés dans les curricula. Or, les curricula n'ont pas été revus. Mais là également, il y a quelque chose qui a bougé parce que je sais, pour y avoir participé, il y a eu plusieurs réunions qui ont été organisées par le ministère de l'Éducation nationale sous l'instruction du Premier ministre. Et le Premier ministre a demandé au ministre de l'Éducation nationale d'explorer les voies et moyens d'introduire la pensée de Cheikh Anta dans le système éducatif. Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous. Armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. L'œuvre de Cheikh Anta Diop, par la force de ses théories, par la force de sa démarche méthodologique, l'œuvre de Cheikh Anta est devenue un patrimoine à défendre surtout par les historiens et les égyptologues qui se réclament de lui. Défendre ce patrimoine-là ne consisterait pas, à mon humble avis, à reprendre béatement ce qu'il a déjà dit et fait. Défendre ce patrimoine-là consisterait à approfondir des questions qu'il a évoquées, mais qui n'a pas eu le temps, puisqu'il est parti relativement jeune, à l'âge de 63 ans, qui n'a pas eu le temps d'approfondir. Défendre ce patrimoine-là consisterait à se mettre au diapason. Quand je parle de se mettre au diapason, je pense au fait que l'égyptologie n'a pas arrêté de se complexifier et qu'en Égypte même, c'est au quotidien que des découvertes énormes, sont faites. Il urge pour les égyptologues, pour les historiens, mais les égyptologues africains en particulier, de s'informer par rapport à ces dernières découvertes et par rapport à l'invention de nouvelles sources. Moi, j'ai 7 thèses à mon actif et toutes les 7 thèses vont dans la direction indiquée par Cheikh Anta. Voilà. Et nous avons également une revue qui sort régulièrement, c'est la revue Ankh. Donc, c'est un organe qui soutient la recherche dans la direction, indiquée par Cheikh Anta Diop. L'approche comparative est très intéressante, mais je crois qu'on gagnerait à l'améliorer en procédant d'abord à la mise en place d'un certain nombre de monographies
qui nous aiderait à mieux comprendre nos terroirs, nos peuples, les migrations auxquelles on a assisté en Afrique subsaharienne, avant d'en venir à une approche comparative entre d'une part l'Égypte ancienne et d'autre part l'Afrique subsaharienne. Ce sont là des pistes que je me permets d'avancer pour que les historiens que nous sommes, pour que mes collègues égyptologues continuent à défendre et de plus belle manière l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui véritablement est un patrimoine, est devenu un patrimoine culturel appartenant à toute l'humanité. Donc son legs se poursuit à travers cette quête et cette application du savoir. Parce qu'il y a deux dimensions dans le savoir. Il y a l'assimilation, mais il y a également la pratique. Le savoir dans sa dimension théorique, mais le savoir dans sa dimension pratique. C'est une chose de comprendre quelque chose, c'en est une autre de la pratiquer. Et pour Cheikh Anta, c'était essentiellement ça, relier la dimension théorique du savoir à sa dimension pratique et la contextualiser, n'est-ce pas, dans la sphère culturelle négro-africaine. Donc c'est ça, ce n'est pas la revendication dans les rues, ce n'est pas la virulence du verbe, ce n'est pas quand même être assez rigoureux dans les commentaires, dans les réseaux sociaux, c'est surtout pouvoir être à même de comprendre les grands ponts de l'histoire, les grands ponts, n'est-ce pas, du présent et de préparer le futur. Et comme on dit, l'avenir se prépare aujourd'hui. Donc pour mieux préparer, n'est-ce pas, l'avenir. Les gens disaient que l'Afrique n'avait pas d'histoire. L'Afrique n'avait pas d'histoire et Cheikh Anta a réussi à démontrer que non seulement l'Afrique avait une histoire, mais que sans la dimension africaine de l'histoire de l'humanité, on ne pourrait pas comprendre l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est un renversement de perspective extraordinaire. Des gens dont on disait qu'ils n'avaient pas d'histoire, et Cheikh Anta arrive à démontrer que sans la dimension africaine de l'histoire de l'humanité, on ne peut pas comprendre. L'histoire de l'humanité devient une chose incompréhensible. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a réussi à renverser, comment dirais-je, la perspective. C'est les Africains qui doivent prendre leur histoire en charge pour l'écrire correctement, sans aucun doute. Et c'est ce que nous faisons. Et non pas seulement pour édifier, comme je le disais tout à l'heure, la société africaine, mais pour édifier l'humanité entière. Cette histoire nous est commune, c'est une histoire universelle. Les premières expériences humaines ont débuté en Afrique.